Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, jeudi 22 septembre 2022, avec Sonia De Villers, journaliste à France Inter, pour son premier roman édité chez Flammarion, Les Exportés, dans lequel, à la première personne, elle raconte la fuite de Roumanie de sa famille sous le communisme profondément antisémite. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi que vous soyez venus nombreux et nombreux. Et merci à Sonia De Villers d'avoir accepté l'invitation de la librairie Ombre Blanche pour un magnifique, très émouvant. Enfin, on découvre énormément de choses. Un épisode de l'histoire que je ne connaissais absolument pas, mais visiblement, je ne suis pas seul à ne pas le connaître, puisqu'on a un peu discuté avant la rencontre, et même des historiennes et des historiens reconnus ne connaissaient pas cette... Alors, c'est votre premier récit, un récit littéraire, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une qualité d'écriture. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour vous à écrire. Je me suis dit que c'était sûrement... C'est un peu un défi, peut-être que vous vous êtes lancé à vous-même. Vous êtes, alors je vais vous présenter, vous proposez une émission quotidienne sur France Inter. Il y avait eu l'Instant M jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin, voilà. Et depuis la rentrée. Alors depuis, ça s'appelle le 9h10. Ça fait 3 semaines qu'on cherche le titre. Vous me direz, non, il n'y a plus de titre. C'est ça, ça s'appelle le 9h10. Comme le 7h50 de Léa, il y a le 9h10 maintenant de Sonia. Voilà. On a tâtonné. Ouais. Le 9h10, c'est pas mal. Voilà, le 9h10. On va le garder. Non, mais comme ça, on mémorise, on sait quand ça commence. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que vous aurez, je crois, prochainement, on va dire, une petite nouvelle émission sur Arte qui va qui sera, je crois, le soir. Enfin, bon, oui. Qui va commencer en ligne à partir de novembre et puis ça va être le soir avant 28 minutes à partir de la rentrée de janvier. Ouais. Et ça va être sur l'analyse des images, en fait. Ça va être tous les jours une image prise dans l'actualité. Ouais. Et c'est vraiment une analyse de l'image faite par des gens, des historiens de la peinture. Ça va être passionnant. Ouais. Ça donne envie. Ouais, je suis contente. Alors, pour votre premier livre, donc Les Exportés, publié chez Flammarion, on va voir pourquoi ce titre d'Exportés. D'abord, est-ce que le titre, vous l'avez eu rapidement? Ce sera peut-être une question que je vous poserai peut-être dans le cours de la discussion. Vous nous rapportez donc l'histoire hallucinante, j'emploie l'adjectif à dessein, de votre famille. Alors, plus précisément, votre maman, votre tante, vos grands-parents, Harry et Gabriella Deleanu. Enfin, ça, c'est un nom. Mais on va voir qu'ils ont changé de nom et on aura sûrement l'occasion d'en parler. Et votre arrière-grand-mère, en fait, des Juifs de Roumanie, donc, qui, comme beaucoup de Juifs, ont été troqués, ont été échangés, ont été exportés contre, alors on le découvre assez rapidement, vous en parlez dans le livre assez vite, contre du bétail, donc par le régime communiste. Peut-être vais-je me permettre, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de lire peut-être les premières pages, parce que je trouve que dès le début, ça pose bien les choses et ça nous permet comme ça de rentrer plus rapidement peut-être dans le vif du sujet. Donc c'est le tout début du roman, du récit, pardon. Ça s'appelle, le titre, Leur nom sur la liste. Il y aura un deuxième chapitre qui est leur pays sur la carte, parce que justement, ce pays de Roumanie, qui est un peu un trou au milieu de l'Europe, comme vous l'écrivez. Donc je commence. Ils n'ont pas fui, on les a laissés partir. Ils ont payé pour cela une fortune. Des papiers leur ont été accordés, puis retirés, puis finalement accordés. Ils ne voulaient pas quitter leur pays. Ils ne voulaient pas, mais ils n'avaient plus le choix. À chaque arrêt, chaque poste frontière entre la Roumanie et la France, ils ont cru que le train ne repartirait jamais. Le 19 décembre 1961, pourtant, Harry et Gabriella Deleanu, leurs 2 filles et une grand-mère, réussirent à atteindre Paris. Ils avaient franchi le rideau de fer sans cesser de se retourner. S'ils avaient pu, ils auraient retenu le paysage à main nue, tout donné pour l'empêcher de défiler. 2300 km de rails gelés et leurs souvenirs arrachés. La Roumanie communiste avait refermé ses portes sur leur passé. De ce pays en pleine guerre froide, nul ne pouvait sortir. Les habitants étaient retenus prisonniers. Alors, sur ce départ, ma famille s'est raconté une histoire. Une histoire faite d'argent, bien sûr, mais aussi d'un étrange passeur, à la fois homme d'affaires et bienfaiteur. Dans les années 1980, parut en France un livre qui avait fait grand bruit à sa sortie aux États-Unis. Les confessions d'un général 2 étoiles, tête pensante de la Securitat, la police politique roumaine, sous l'ère communiste. Le militaire détaillait l'extravagante dérive du régime,
et, entre autres folies, racontait comment la Roumanie vendait ses juifs depuis des décennies. Elle avait commencé par les troquer contre du bétail, des veaux, des vaches, des poulets, des moutons et surtout des cochons. Elle avait fini par les facturer en dollars, au point que Nicolae Ceausescu, dictateur roumain, dirait un jour « Les Juifs et le pétrole sont nos meilleurs produits d'exportation ». Harry et Gabriela Deleanu n'ont pas entendu parler de ce livre. Ils n'ont rien vu, rien su, rien compris. Puis le mur est tombé, le bloc communiste et ses polices secrètes ont été démantelés. Peu à peu, les archives se sont ouvertes. Certains dossiers du renseignement extérieur roumain ont mis 25 ans à être déclassifiés. Un historien, Radu Ioannid, s'est alors plongé dans la mémoire administrative du régime. Il en a exhumé des livres de comptes, des bons de commande, des inventaires. Tout de ce grand commerce de juifs s'y trouvait minutieusement consigné. Des listes sont ainsi apparues au grand jour. On a découvert qui avait été vendu et pour combien. La valeur de chaque ressortissant juif était établie par écrit, convertie en animaux d'élevage d'abord, en billets verts ensuite. Harry et Gabriela n'étaient déjà plus de ce monde. Ils n'ont pas vu leur nom sur ces listes. Je l'ai vu, moi. Il y figure en toutes lettres. Le nom de mes grands-parents, le nom de ma mère, le nom de ma tante. Flanqués de mon arrière-grand-mère, ils formaient un lot de 5 personnes. Ils ont été mis à prix et monnayés contre des bestiaux, des bêtes à haut rendement, précise un fonctionnaire. La vérité sur leur liberté. Voilà, donc on est. Alors du coup, j'imagine une première question, Sonia De Villers. Ça me fait. Oui. J'ai même du mal à réaliser que c'est moi qui l'ai. Excusez-moi peut-être. Non, c'est intéressant. Je vous fais une confidence. Depuis que le livre est imprimé, j'arrive pas à le relire. Il y a comme une forme de. Je pense que c'est une drôle d'expérience. Si ça vous arrive un jour, ou si vous avez déjà écrit des livres, peut-être que vous l'avez vécu. Moi, c'est mon premier. C'est une drôle d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que j'ai arraché le droit à ma mère, qui est la dernière vivante de cette famille, de raconter cette histoire, et je l'ai racontée à la première personne, en tant que fille de, petite fille de, nièce de et arrière-petite-fille. Donc je me suis appropriée cette histoire et je la raconte en tant qu'héritière. Donc il y a une forme d'appropriation, et en même temps, le fait d'écrire un livre, il y a comme si on fabriquait une histoire, on fabrique un objet à l'extérieur de soi, on l'extériorise, on l'objective, et donc il y a une forme de mise à distance. Et donc de vous l'entendre lire mon texte, je ne l'avais pas lu depuis des mois. Voilà, bref, première question. Oui, donc il a fallu cette distance, justement, parce que, en fait, ce que vous dites, ce n'est pas que les grands-parents que vous avez donc bien connus à Paris, vous en parlez, ils arrivent, ils habitent dans le 20e arrondissement, je crois, quartier, bon, vous les voyez régulièrement, et souvent, ce qui, finalement, est présent dans cette famille, si je vous ai bien lu, c'est plutôt des anecdotes qu'il raconte, des événements comme ça, des petites choses. C'est ça. Alors, vraiment, sur le troc eux-mêmes, c'était absolument top secret. Ma mère l'a découvert il y a très très peu de temps. Mes grands-parents étaient morts depuis longtemps. Donc mes grands-parents, ma tante et mon arrière-grand-mère n'auront jamais su la vérité sur leur départ. En revanche, pour ce qui est de ce passé roumain, mes grands-parents, ma mère a beaucoup de mal à parler de son passé roumain. Elle avait 14 ans quand il a fallu fuir la Roumanie, dans des conditions extrêmement périlleuses et terrifiantes pour une jeune fille. Et puis c'était l'arrachement à son pays, l'arrachement à son enfance. Donc ma mère a beaucoup de mal à en parler. Voilà, c'est quelque chose que je raconte beaucoup dans le livre. Et je pense que tous les enfants d'exilés, de réfugiés, d'immigrés, de rapatriés ont vécu ça. C'est-à-dire des parents ou des grands-parents qui sont tellement blessés par le déracinement qu'on ne peut pas raconter le pays d'avant. Et on ne peut pas raconter le départ. Et on ne peut pas. Et tous les souvenirs sont mêlés, soit d'une nostalgie très lourde, soit, en l'occurrence, dans ma famille, de beaucoup de larmes. Et c'est vrai que pour les enfants que nous sommes et que nous étions, ma cousine, ma sœur et moi, c'est quelque chose que, du coup, on a aussi pas mal mis à distance. C'était un peu lourd. En revanche, mes grands-parents, ils racontaient volontiers. Mais ils racontaient une Roumanie de cartes postales. Pourtant, on ne m'a jamais caché le fait que je viens d'une famille juive, sauf que mes grands-parents étaient absolument indifférents à cette origine juive. Ils s'en fichaient complètement. C'est quelque chose qu'ils avaient rejeté, mis à distance depuis toujours. Des gens parfaitement laïcs, athées, assimilés.
assez méprisant même vis-à-vis des choses de la religion en général. Bon, il a fallu tout ce travail pour comprendre que derrière l'indifférence, il y avait une peur immense, ce que je n'avais pas compris jusqu'à présent. D'où un immense malentendu dans la transmission des souvenirs familiaux. Oui, mes grands-parents, ils m'ont raconté une Roumanie de cartes postales, pleine d'anecdotes pétillantes, très drôles, que moi-même j'ai dû raconter dans la cour de récré des centaines de fois, sans me rendre compte de ce que pouvaient contenir ces anecdotes, sans me rendre compte que raconter à quel point Bucarest est une ville incroyablement bouillonnante dans les années 30, où on parle français, on parle allemand, il y a des librairies formidables, les livres de chez Gallimard et de chez Flammarion, on les achète à Bucarest, publiés dans leur édition française. Le lendemain de leur sortie à Saint-Germain-des-Prés, qu'on va au concert, qu'on va au théâtre, qu'il y a une foule d'amis. Mes grands-parents adoraient la montagne. Ma grand-mère savait skier. C'était très rare pour une femme dans les années 30. Tous ces souvenirs-là, par exemple, oblitèrent complètement le fait qu'ils étaient juifs, qu'ils portaient à l'époque un nom juif, et que pendant ce temps-là, des ligues fascistes avaient envahi Bucarest, avaient commencé leurs exactions, commencé à faire régner la terreur, que la presse devenait de plus en plus antisémite, qu'on ne pouvait plus croiser un kiosque à journaux sans voir des titres de journaux d'une violence inouïe traitant les juifs de morpions et de parasites, etc., etc. Donc en fait, mes grands-parents m'ont raconté une foule d'anecdotes, et là-dedans, il n'y a jamais l'idée qu'ils sont juifs dans une Roumanie de plus en plus antisémite, qui va devenir une Roumanie fasciste pendant la guerre, et que tout ça était empreint de peur, d'inquiétude, d'humiliation, de terreur, et voire de menaces de mort. Voilà. Donc c'est vrai qu'entre les souvenirs que j'ai de l'enfance, où il y avait de la parole, il y a des familles dans lesquelles il n'y avait pas de parole. C'est pas le silence non plus. Voilà, il y avait de la parole. Mais c'est en écrivant ce livre, j'ai découvert ce que c'est que des mots sans mots. Sans mots MAUX. Des mots MOTS, sans mots MAUX. Voilà. On raconte des choses et puis on enlève tout ce qui fait mal. Et on a beau parfois utiliser des mots, on se rend compte que finalement, c'est pas pour ça qu'ils font exister. Exactement. Et vous écrivez, en fait, ça ne m'a jamais intéressé d'être juif, ça n'a jamais intéressé ma grand-mère non plus, vous venez de le dire. Elle était la femme la plus orgueilleuse que j'ai connue, pas du genre à se laisser assigner une identité. Seulement, il y a son nom et celui de mon grand-père sur la liste, une liste de juifs, une liste qui révèle la traite massive d'êtres humains en plein cœur de l'Europe, 15 ans après la guerre. Leur nom sur la liste m'oblige à remettre leur pays sur la carte, à refaire le voyage à l'envers, à aller de l'autre côté du mur, chercher ce qui a été subi sans être admis, ce qui, à ma famille et au monde entier, a été caché. Ce qu'il faut souligner, vous l'écrivez, je crois, si je me souviens bien, Sonia de Villers, c'est que vous étiez retournée, je crois, en Roumanie, vous avez fait un premier voyage dans les années 2000. Comment vous l'avez vécu à l'époque? Et vous pouvez vous en parler dans le livre. Donc ma mère a été naturalisée française aux alentours avant son mariage avec mon père, qui est français, de Villers, c'est un nom français. Et comme tout citoyen français, elle est protégée dans le monde entier, sauf dans son pays d'origine, où évidemment, si elle était en danger, elle était priée de ne pas retourner puisqu'elle était réfugiée à l'époque. Donc on a attendu très longtemps pour retourner en Roumanie. On ne m'a pas parlé roumain, je pense, et à ma cousine non plus. Donc les deux sœurs n'ont pas parlé roumain à leurs enfants. Elles ont épousé des Français. Elles ont choisi de parler à leurs filles la langue de leur père, et donc pas la langue de leur mère, alors qu'elles continuaient de parler roumain entre elles, ma mère et ma tante. Je pense vraiment que ma mère ne s'est jamais imaginé qu'elle pourrait refaire ce voyage à l'envers. Jamais, jamais, jamais. Moi, je me souviens de 89, je me souviens de la chute du mur. Je suis née en 75, donc j'ai été collégienne. Je me souviens de la chute du mur. Les événements roumains ont vraiment succédé à la chute du mur. C'était très rapproché. La télévision est restée allumée pendant 3 semaines à la maison, jour et nuit. Et je voyais ma mère, mes grands-parents, il y avait une sorte d'état de sidération. Jamais pour eux, ça ne pouvait advenir. La chute du bloc communiste, la fin de ce monde-là, jamais ça ne pouvait advenir. Il faut quand même savoir que ma mère et ma tante, à 14 et 16 ans, quand elles ont fui la Roumanie, elles n'avaient donc jamais mis les pieds sur un sol étranger, même à l'intérieur du bloc de l'Est, elles n'avaient jamais franchi une frontière. Elles étaient persuadées, non pas que les communistes allaient les rattraper à l'Ouest
pour venir les chercher ou les traquer. Mais elles étaient naïvement persuadées que petit à petit, le monde entier deviendrait communiste et que la France basculerait à son tour. Elles avaient été élevées là-dedans, dans une propagande permanente. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand je suis arrivée à Bucarest pour la première fois en 2000, j'ai mesuré l'immensité de la douleur que c'était pour ma mère. Mais dès l'avion, enfin, je veux dire, dès le survol, voilà. J'ai mesuré ça, j'ai mesuré cette ville et à quel point elle ressemblait tellement pas aux souvenirs de mes grands-parents. C'est-à-dire qu'entre-temps, Ceausescu avait rasé, bétonné, voilà. Et ce qui a été vraiment très, très fort, c'est que la maison de mes grands-parents, qu'ils avaient achetée vraiment au lendemain de la guerre, qui était une jolie petite maison, mes grands-parents ont fait une très jolie carrière sous les communistes. Ils avaient des jolis postes, mais c'est des gens qui étaient d'une intégrité qu'on n'imagine même pas. Il y avait beaucoup de corruption dans ce régime. Ils ne se sont jamais enrichis. Mais ils s'étaient fabriqués... Il faut le faire, c'est presque un exploit. Voilà. Ils s'étaient fabriqués une jolie vie. Donc, ils avaient, dans un quartier populaire, mais une jolie petite maison avec un étage, un joli jardin, une pergola, etc., dont on m'avait tellement parlé de cette maison, et confisquée par le régime à leur départ. Et il se trouve qu'on arrive et que la maison, elle était toujours là, le quartier n'a pas été rasé, que la maison... Et chose incroyable, la maison, après la fuite de mes grands-parents, a été confisquée par le régime, confiée à une famille de camarades modèles, évidemment, et c'était toujours la même famille. C'est-à-dire que la dame qui habitait cette maison était arrivée dans cette maison quand elle avait 3 ans. Là, c'était une dame âgée, et c'est toujours la même famille. Et donc, on est entré dans cette maison qui était dans un bordel et une saleté et une crasse pas possible. Ils n'avaient jamais rien fait pour l'entretenir. Et du coup, chance, derrière le bazar et la saleté, rien n'avait bougé. C'est-à-dire que ma mère a retrouvé le parquet de quand elle était enfant, les poignées de porte, les portes de placard, les miroirs au mur, la même cheminée, la même paillasse de cuisine, la même salle de bain, les mêmes portes-serviettes. Donc vous imaginez pas l'émotion que ça a été. Elle a immédiatement intenté un procès à l'État roumain et elle a retrouvé sa maison. Ouais. Non, c'était vraiment... Et elle m'a dit, je vous le dis pas parce que sinon je vais me mettre à pleurer, mais parce que ma mère pleure tout le temps quand elle parle de la Roumanie, mais elle m'a dit un truc vraiment très très fort, là quand on a travaillé à l'écriture de ce livre, parce que l'administration roumaine était tellement incompétente et corrompue après la chute du mur, vraiment, la Roumanie revient de très très loin. Donc ça a été un enfer ce procès, ça a duré des années et des années. Heureusement qu'elle était encore bilingue et qu'elle ne lâche jamais rien. Si vous la connaissiez, elle ne lâche jamais rien. Donc elle a eu leur peau, elle a récupéré la maison. Mais ça a été vraiment, n'importe qui aurait abandonné. Et elle m'a dit, j'ai été jusqu'au bout de ce procès. Après, elle n'a pas pu garder la maison, il a fallu la revendre. J'ai été jusqu'au bout de ce procès pour prouver qu'il n'y a rien d'irréversible sauf la mort. Voilà. Et c'est vrai que pour les 2 jeunes filles qui étaient arrachées à leur pays, elles avaient l'impression d'aller vers la mort. C'était vraiment un aller sans retour. Et c'était d'une violence inouïe. Et donc le fait de récupérer la maison, c'était... Voilà. J'ai pensé à cette chanson de Juliette, je ne sais pas si vous la connaissez, sur l'exil, justement, un aller sans retour. Non. Oui, ah il y a cette... Ouais, parce que écoutez ça dès ce soir. Non, mais je trouvais qu'il y avait une résonance... Ouais. Mais voilà, mais depuis que je rencontre du public autour de ce livre, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me disent, si vous saviez, mes parents ne peuvent pas parler de l'Algérie. Enfin, des histoires qui sont très, très différentes, mais pourtant qui ont laissé qui ont marqué des familles... Alors, je parlais de la question du nom, parce qu'il est important le nom, parce qu'en fait, ils change plusieurs fois de nom. On peut l'évoquer, parce que cette question du nom, Greenberg... C'est passionnant. C'est passionnant. Et la question des langues aussi, vous expliquez aussi, vers la fin du livre, vous écrivez plutôt, vous évoquez aussi Georges Perec, aussi, sur l'immigration, toutes ces questions d'identité, de langue et de nom. Alors, moi, je trouve que ça commence bien par le nom dans ma famille, parce que ma grand-mère, Gabriela, donc, venait d'une très grande famille d'intellectuels juifs roumains, les Sanielewicz. Et donc, elle avait 7 oncles
Et les 7 étaient académiciens. Donc, un grand peintre, un grand biologiste, un grand mathématicien. Il y avait aussi un homme politique important. Il y avait etc., etc. D'où cette grande arrogance, cette grande fierté, ce mépris, ce snobisme que vous ne cachez pas, que vous qui écrasait tout le monde de ce complexe de supériorité qu'elle avait. Alors, c'était une femme très jolie et brillante, mais quand même, elle ne se présentait jamais aux autres sans estimer qu'elle était la plus jolie des femmes, la mieux habillée, la meilleure couturière, la meilleure cuisinière, qu'elle parlait un allemand bien meilleur que celui des autres, qu'elle parlait un français bien meilleur que celui des autres, qu'en plus, elle parlait anglais et italien. Enfin, bon, bref. Et en plus, elle jouait du piano parfaitement. Brillante, quand même. Brillante, mais enfin, vraiment abominablement écrasante. Et voilà, et probablement exaspérante. Mais donc, elle vient de chez les Sanielewicz. Et je pense qu'il y a une grande blessure d'identité chez ma grand-mère, c'est qu'elle n'est pas la fille d'un des 7 académiciens, elle est la fille de la seule sœur de cette fratrie. Donc, la seule femme, et qui n'a pas fait d'études, ou presque pas, et qui n'a pas eu ce destin intellectuel brillant qu'ont eu les frères de mon arrière-grand-mère. Et donc, elle est la fille de Rosa, qui a fait un mauvais mariage, qui a épousé un comédien, un noceur endetté, un type qui a été vite exclu de la famille. Donc, ma grand-mère, elle avait déjà une revanche à prendre. Elle était la seule de toute la famille à ne pas porter le nom de Sanielewicz. Et ça, c'était vraiment parce qu'elle s'est toujours estimée une Sanielewicz. Et chez mon grand-père, il y a une histoire de nom absolument formidable. C'est que mon grand-père, mon arrière-grand-père, Elias, s'appelait Grunberg, donc nom très commun en Europe de l'Est. Il est chassé à la fois par la misère, mais aussi par les discriminations raciales qui sont présentes depuis tellement longtemps en Europe de l'Est. Donc les Juifs devaient un service militaire infiniment plus long que les non-Juifs. Et donc il traverse l'Europe à pied, il prend un bateau, il arrive aux États-Unis. Voilà, il passe par Ellis Island, par New York d'abord. À Ellis Island, Grunberg devient Greenberg. Il descend au Texas, il s'affame, il dort sur du papier journal, tout ça c'est des légendes familiales, et il réussit à faire venir ses parents, ses frères, ses sœurs, et tous ces Greenberg du Texas montent une petite usine de traitement de duvet pour faire des couettes et des oreillers, et ils deviennent relativement prospères. Ils se marient, ils font tous des enfants, et ils sont tous enterrés, ils sont tous à Houston, hein. Voilà, je les connais pas du tout, je vous raconterai pourquoi. J'ai aucune chance jamais de les connaître, mais voilà. Et puis en 1904 naît mon grand-père qui s'appelle Harry, comme Harry Potter. Donc il va vraiment être le seul roumain, communiste roumain à porter un nom américain. C'est vraiment, je dois dire. Voilà, c'est très étonnant. Et donc il naît au Texas. J'aurais dû être une petite Texas, moi. J'aurais dû naître à Houston. Eh bien non, en 1908, mon arrière-grand-mère a une idée vraiment calamiteuse. Le pays lui manque et ils reviennent en Roumanie avec son mari et ses 2 enfants. Et donc mon grand-père, qui aurait dû grandir dans un pays où il n'y a pas eu ni la Première Guerre mondiale, ni la montée du fascisme entre les 2 guerres, ni la Deuxième Guerre mondiale, ni... voilà, bon. Eh ben non, a grandi en Roumanie. Donc, ils se sont cognés la première, la deuxième, le fascisme entre les 2, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la Roumanie était un pays allié des nazis, même le principal bras armé des nazis. Le livre en Europe l'évoque de l'Est. largement, on y reviendra. Mais ouais. Et ensuite, le communisme. Et donc, c'est vraiment l'histoire d'un type qui se retrouve toujours avec le mauvais nom au mauvais moment. Ouais. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec un nom juif dans un pays qui va traverser tous ces soubresauts antisémites et fascistes. Et ensuite, il se retrouve avec un nom américain sous les communistes. Donc voilà, et après la guerre, ensemble, ils décident de changer de nom. Et mes grands-parents n'ont pas changé de nom pendant la guerre. Ils n'ont pas changé de nom. Ma grand-mère me disait quand j'étais petite, c'est le seul moment où je me suis sentie fière d'être juive. En tout cas, j'aurais trouvé ça indigne de changer de nom. Il y a beaucoup de juifs qui ont changé de nom et pour sauver leur peau, tout simplement, et ils y étaient encouragés. La volonté de résister, je crois qu'elle dit on sait qui on est, c'est ça? On sait qui on est. C'est l'expression. On sait qui on est. On n'a jamais voulu se laisser assigner une identité et une religion. C'est pas maintenant que ça va commencer. Et j'ai toujours refusé d'entrer dans une synagogue. Je vais pas aller à 4 pattes à l'église orthodoxe, m'inventer. Voilà. Donc elle a refusé de le faire. Mais c'est pareil, elle me racontait ça. Je trouvais ça très folklorique et sympathique. J'ai dû répéter ça à toutes mes copines, mais j'ai pas compris du tout qu'ils étaient menacés de déportation. J'ai pas compris du tout ce qu'avait été la barbarie de la Shoah roumaine. Je ne l'ai pas compris, personne ne me l'a raconté. Ça n'existait pas dans leur récit. Donc après la guerre, ils se sont choisis un nom dans un roman.
Et donc, ils ont fait un geste à la fois assez pathétique, assez ridicule quand on voit ce qui s'est passé après, et en même temps, qui était plein de panache. Au lieu de couper leur nom, ou de le traduire en roumain, ou de trafiquer les lettres, comme ont fait beaucoup de juifs, pendant ou après la guerre, en francisant leur nom, en germanisant leur nom, enfin, ou en roumanisant leur nom, eux, ils ont pris le best-seller des années 30, un livre qui s'appelle La Médélénie, tant qu'à faire, voilà. En plus, un livre assez mariole, parce que, de ce que je comprends, parce qu'il n'est pas traduit en français, donc j'ai trouvé plein de résumés que je me suis traduit. C'est un croisement entre les Thibault, donc c'est une espèce de grande saga familiale, voilà, grande saga familiale sur plusieurs générations. En plus, c'est une histoire de propriétaires terriens. Aller choisir le nom de grand propriétaire terrien sous les communistes, déjà, c'est bizarre. Et en plus, c'est une fantastique histoire d'amour, mais vraiment façon saga TF1 dans les années 90, vous voyez. Donc, les Déléanou, c'est cette famille. Et ben, leur fille aînée, elle s'appelle Olga, elle va tomber folle amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle voudrait partir en Amérique avec lui, mais il va mourir d'un cancer. Du coup, elle va se suicider. Et du coup, les propriétaires terriens se demandent s'ils gardent le domaine parce que ça leur rappelle cruellement leur fille qui s'est suicidée. Et ma grand-mère décide de s'appeler comme eux. Donc, et c'est ça qui nous fait beaucoup rire avec ma sœur, c'est que quand même, toute arrogante et prétendant lire de la philosophie allemande dans le texte, on a quand même toujours trouvé, pas loin de sa table de chevet, des piles et des piles de Daniel Steele. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, Daniel Steele. Oui, ça existe encore. Mais en tout cas, j'en ai jamais lu, mais je peux vous dire, les couvertures, c'était tout en carton gaufré, bleu, pastel, avec des paillettes, des femmes avec des rouges à lèvres pas possibles et des ongles comme ça. Et c'était toujours titré Passion à Monaco. Forcément, donc, à Monaco. Je pense que ma grand-mère cachait ses petites faiblesses. Pourquoi vous disiez que vous n'aviez pas rencontré, vous m'expliqueriez, les rencontrer justement les descendants aux États-Unis, parce après on va oublier, alors, parce que ça fait partie. Parce que quand il a fallu fuir la Roumanie, quand le régime s'est retourné contre eux, quand ils ont été exclus du Parti communiste dans des conditions absolument atroces, et ça a été une humiliation terrible. Et quand on est exclu du Parti communiste, on devient des parias. Donc on n'a plus rien, on n'a plus de travail, on n'a plus de revenus, les filles sont plus scolarisées, les gens changent de trottoir pour ne plus vous adresser la parole, et il faut partir. Et donc ils ont vent d'un passeur, et le passeur, ça on va raconter tout le trafic, etc. Mais le passeur, ça commence par, ils sont 5, monsieur et madame, ça c'est mes grands-parents, ont des problèmes avec le Parti communiste, donc c'est des gens compliqués à négocier, $12 000. $12 000 en 1961 à Bucarest, c'est une fortune. Et en plus, évidemment, vous imaginez bien que des Roumains enfermés à l'intérieur de ce pays qui était verrouillé à triple tour ne peuvent pas se procurer des dollars. Donc, l'idée, et si on faisait appel aux oncles, aux tantes, aux cousins, aux cousines qui sont restés à Houston, voilà. Sauf qu'en 1961, on est à l'acmé de la guerre froide, ou pas loin. Je crois que ça doit être 63, le pic de la guerre froide, voilà, et que c'est mal connaître des Texans qui sont gavés de propagande anti-bolchevique. Voilà. Et là, ils se disent, attendez, les communistes, là, c'est une blague, mais ils l'ont voulu qu'ils y restent et qu'ils en crèvent. Donc, on ne donnera pas un penny. Donc, ils n'ont pas donné un penny, mais c'est pour vous dire... comment dire, ce que c'était que des Texans en 1961. Donc ma tante s'appelait Léna et ma mère Marina. Et donc ils étaient persuadés, les Texans, que ma tante s'appelait Léna en hommage à Lénine, que c'était le diminutif de Lénina, et que ma mère s'appelait finalement Marina, mais qu'elle aurait dû s'appeler Stalina. Et donc ils étaient vraiment persuadés que les filles de ces obscurs cousins bolcheviques, le couteau entre les dents, s'appelaient Lénina et Stalina. Ce qui, évidemment, avec ma sœur et ma cousine, nous fait mourir de rire, mais enfin, ils n'ont pas donné un centime. Voilà.
C'est vrai que cette histoire de nom, de changement, enfin, l'odyssée de votre grand-père, ça vous met dans des situations qui sont difficiles pour vous et d'incompréhension et de surprise. Quand vous faites votre premier voyage en Roumanie, j'y reviens, donc j'étais déjà adulte, je suis tombé des nues en comprenant que l'Italie, parce qu'à un moment donné, je crois que votre grand-père... il fait ses études en Italie. Passe par l'Italie, il a un amour incommensurable pour pour l'Italie, il serait bien resté. Du reste. Je suis tombé des nues en comprenant que l'Italie n'était pas seulement une toquade, mais un refuge pour un étudiant privé d'université en son propre pays. Le même jour, je découvris les tombes Sanielevici, aïeux de ma grand-mère, dans le carré juif d'un cimetière de Bucarest. Rien ne m'avait jamais été caché. Je n'ignorais pas ses origines juives, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que ces sépultures pouvaient bien faire là. Ne m'avait-on pas raconté qu'aux noces de Gabriella et Harry en 1935, la mère du marié, d'origine modeste, avait supplié un passage par la synagogue, un dernier rite pour bénir son fils unique, que Gabriella y avait consenti, traitant l'affaire avec mépris, mais que ses oncles, Sanielevici, s'étaient tenus ostensiblement à l'extérieur de l'enceinte religieuse. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec le judaïsme. Des tombes dans un carré juif, et puis quoi encore? Nous n'y avions rien à faire, jamais, avec le judaïsme. Gabriella en était encore plus convaincue que les autres. Au moment de leur mariage, son mari s'appelait Greenberg, un nom plus juif que juif. Peu importait à ma grand-mère. Elle prit ce nouveau nom avec empressement, tant elle avait hâte d'effacer celui de son père. Elle avait 23 ans, des projets d'avenir et des amis en quantité. Sa vie de jeune épousée s'annonçait pleine de virées et de sommets enneigés. Elle s'était jurée de mettre ce pâteau de Harry sur des skis. Ah ben ça, et mon grand-père n'a jamais réussi à skier, ou alors vraiment très mal. Mais de toute façon, c'était leur couple à tous les deux. C'est-à-dire que lui, il a parlé un français bourré de fautes, et avec un gros accent roumain jusqu'à la fin, et elle a passé son temps à le corriger parce qu'elle parlait un français parfait. Et sur des skis, c'était pareil. Et tout était tout le temps, et tout était toujours comme ça. Mais oui, c'est ça les histoires de... Parce que Harry a fait ses études à Polytechnique à Rome, il était ingénieur. Il a adoré Rome, adoré. Il est resté très ami avec ses camarades de promotion, au point que quand ils ont pu passer à l'Ouest et qu'ils ont eu assez de sous... c'était quand même, ils sont arrivés en 61, mes grands-parents, et il faut se rappeler que c'était une période de plein emploi en France. Et donc, il faut se dire qu'un type de 55 ans, parlant un français grossier, a trouvé du travail comme ingénieur. Alors, pas à Paris, à Troyes, dans l'est de la France, donc voilà, dans l'Aube. Donc, il prenait le train toutes les semaines, il laissait sa femme et ses filles à Paris et sa belle-mère à Paris, il prenait le train, il allait travailler dans une usine, mais où il avait été recruté comme ingénieur à 55 ans. Bon, c'est quand même vraiment une autre période. Donc, d'abord, il a réussi à rembourser les $12 000 qui avaient été empruntés pour leur départ. Et puis, ils ont pu voyager, ce qui était le rêve de toute une vie, de pouvoir voyager quand on a été retenu en otage dans un pays comme ça pendant des décennies. Et donc... la première chose qu'ils ont fait, mais vraiment la première chose, c'est de partir en Italie. Et lui, de revoir Rome, de revoir l'Italie et de revoir ses camarades de promo. Bon, on me raconte cette histoire. Moi, je me souviens de mes grands-parents partant avec leurs économies en Italie. Je m'en souviens de ça, parce que c'était des gens qui étaient modestes, qui menaient une vie modeste en France. Et je me souviens de ça. Mais personne ne m'avait jamais dit qu'en fait, il n'avait pas le droit de faire ses études en Roumanie, qu'un étudiant juif ne pouvait pas entrer en école d'ingénieur en Roumanie. Personne ne m'a dit que ces fameux camarades de promotion, ils portaient tous la chemise brune à Rome, ils avaient tous marché derrière Mussolini, et donc le Harry en question, non seulement il n'avait pas eu le droit de faire ses études en Roumanie, mais en plus tous ses camarades de promotion étaient dans les jeunesses mussoliniennes, qui, d'après ce que j'ai compris, n'étaient pas très antisémites. C'était probablement le fascisme européen le moins antisémite. Mais quand même, voilà. Et c'est ça, toutes les collections d'histoire de mes grands-parents, c'est comme l'histoire du piano. C'est une très très belle histoire, l'histoire du piano. Parce que ma grand-mère était musicienne. Ma grand-mère était pianiste, et elle est devenue professeure de musicologie au Conservatoire national de Bucarest. Elle a aussi eu la direction administrative d'un orchestre très prestigieux, qui était l'orchestre de la Bouftea, c'est les studios de cinéma de Bucarest, et ils avaient un orchestre qui était très prestigieux. Et l'histoire du piano, elle raconte toutes les étapes de leur vie. Dans les années 20, ma grand-mère, on peut encore sortir de Roumanie, c'est avant que les communistes ne ferment les frontières. Dans les années 20, ma grand-mère fait un voyage à Berlin avec son cousin et un oncle et une tante.
Et son cousin est aussi un jeune pianiste. Ils ont 20 ans tous les deux. Et ils sont tous les deux des jeunes pianistes. Et le père du cousin leur offre à chacun un Bechstein. Mais c'était ça, les Sanielewicz. Ce n'étaient pas des gens très, très fortunés, mais c'était des gens, pour bien démarrer dans la vie, on démarre avec un piano à queue, chacun. Donc, on leur offre un Bechstein, qui est un magnifique instrument. Pas n'importe quel piano à queue. Voilà, c'est un instrument vraiment très, très recherché par les musiciens, qui a une sonorité incroyable, etc. Et tout ça. Bon, il se trouve que le cousin, Matei Sokor, c'est devenu, alors lui, ça a été un communiste fanatique, mais vraiment trempé dans l'acier, et c'est devenu un très grand chef d'orchestre, compositeur de l'hymne national roumain, etc. Bon, ma grand-mère n'était pas du tout de ce niveau-là, bien entendu, pas du tout de ce niveau-là. Mais ils ont démarré ensemble. Et donc ce Bechstein l'a suivi toute sa vie. Pendant la guerre, mes grands-parents n'ont pas encore d'enfants, ils ont attendu 10 ans pour faire des enfants. Ils ont attendu que la guerre soit finie. Et pendant la guerre, ils habitent un petit appartement du centre de Bucarest, petit appartement. Et au milieu du petit appartement, il y a le Bechstein qui prend toute la place. Et ils reçoivent la visite d'un policier roumain. Personne ne m'a jamais... Cette histoire, on me l'a racontée des tonnes de fois. Personne ne m'a dit pourquoi un policier roumain rend visite. En réalité, je l'ai compris là, en travaillant. Il rend visite parce que aux Juifs, on a interdit de posséder un poste de radio, on a interdit de posséder du matériel de ceci, du matériel de cela, on a interdit de posséder des couvertures, on a interdit de posséder des vêtements comme ci, comme ça. Aux Juifs, on a demandé des taxes et des impôts. Vraiment, toute la période fasciste a été, mais vraiment d'une violence inouïe pour les Juifs de Bucarest. Donc, évidemment, ils venaient contrôler tout ça. Personne ne me le raconte. Mais on me raconte qu'un officier arrive, que ma grand-mère est toute seule, que l'officier voit le Bechstein et que c'est plus fort que lui, il ne peut pas s'en empêcher, il se met au piano. Sauf que la Gabriella, son sang ne fait qu'un tour. Quand elle voit les gros doigts boudinés du policier roumain sur son clavier, voilà, comme évidemment elle est caractérielle au possible, elle ne peut pas se contenir et de toutes ses forces, elle lui claque le couvercle du piano sur les doigts. Voilà. Donc le type hurle de douleur, menace dans tous les sens et convoque mon grand-père au commissariat le lendemain matin. Et là, je sais que mon grand-père est arrivé les poches pleines de billets au cas où il pourrait graisser des pattes. Et en fait, il s'en est sorti avec une pirouette très, très fine et très malicieuse de la part de mon grand-père. C'est que ma grand-mère avait la peau très laiteuse, elle avait les cheveux châtains et les yeux verts. Et elle parlait encore une fois très bien allemand. Et donc, s'installe une conversation entre l'officier roumain et mon grand-père. Et petit à petit, mon grand-père lui laisse croire qu'en fait, elle est allemande. Mais sans le dire vraiment, mais en l'insinuant. Et du coup, l'officier roumain commence à se demander s'il n'est pas en train de commettre une gaffe énorme et d'arrêter une Allemande, sachant qu'on est allié des nazis et que les Allemands ont tout pouvoir à Bucarest à ce moment-là. On est en 41. Et donc, il se dit, je vais le payer très cher si je fais ça. Et donc, petit à petit, il laisse sortir mon grand-père très tranquille du commissariat et il lui tape même sur le dos en lui disant « Bon courage, ils ne sont pas faciles, ces gens-là. » Voilà. Excellent. Non, mais voilà à quoi ça tient. Humour, voilà. Et ça, on me l'a raconté. Mais qui m'a dit... On ne vous a jamais dit... qu'en réalité, ils auraient pu être déportés? Qui m'a dit qu'en réalité, la mort était à leur porte sans cesse? À chaque fois, ils ont échappé, ils auraient pu être déportés, ils auraient pu finir dans les camps, ils auraient pu... Ils traversent l'histoire, finalement, ils arrivent à sortir de la Roumanie. Bon, dans quelles conditions, ça, on va en reparler. Mais alors, ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, je trouve, Sonia De Villers, c'est justement l'évocation aussi... Vous avez beaucoup cherché, j'imagine, fait de recherches documentaires historiques, mais vous venez de le dire un petit peu, sur l'engagement, si je puis dire, de la Roumanie, un des premiers pays à s'engager aux côtés des nazis et à s'engager, finalement, avec une virulence assez phénoménale. Voilà, mais en fait, comme les communistes prennent définitivement le pouvoir en 1947, ils libèrent la Roumanie en 1944, et puis ensuite, ils prennent définitivement le pouvoir. Et les communistes vont entreprendre un grand travail de falsification de l'histoire. Les communistes vont effacer la Shoah en Roumanie. Pourquoi? Le mot de torsion mémorielle, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment, vraiment un grand travail de falsification, d'oubli volontaire, d'oubli politique. Et pourquoi? Parce que un pays communiste ne peut pas assumer d'avoir un passé fasciste. C'est totalement contradictoire. C'est totalement incompatible. Ce sont des adversaires historiques. Donc,
ils sont les libérateurs du fascisme. Et donc, la Roumanie devient un pays à part entière. Et donc, la Roumanie ne peut pas assumer son héritage fasciste et ne peut pas assumer les crimes et les barbaries abominables qui ont été commis sous le fascisme en Roumanie. Donc, c'est quelque chose qui s'efface au fur et à mesure. Et quand vous regardez tous les travaux d'historiens sur la Shoah en Roumanie, le titre qui revient tout le temps, c'est « La Shoah oubliée ». C'est quelque chose qu'on ignore. Sur le sol roumain, il n'y a pas eu de camp d'extermination. Il y a eu un truc... alors, il y a eu la Transnistrie, qu'aujourd'hui, on place beaucoup mieux sur la carte à la faveur de la guerre en Ukraine, malheureusement. Donc, c'est cette immense bande de terre entre la Roumanie et l'Ukraine. Hitler en fait cadeau à Antonescu. Alors, Antonescu, c'est notre maréchal Pétain, mais version roumaine. Voilà. Donc c'est ce militaire fasciste qui prend le pouvoir en Roumanie, qui destitue le roi et qui prend sa place, qui est donc l'allié d'Hitler. Hitler fait cadeau de la Transnistrie à Antonescu, et Antonescu dira « j'en ferai mon dépotoir ethnique ». Et il s'y passe des choses si atroces en Transnistrie que Hitler fait blâmer le régime roumain en disant « vous êtes des incapables ». On n'assumera pas des massacres aussi barbares et tellement ce qui s'y est passé est incommensurable. Mais même vous remontez dans le temps, en 41, le pogrom de Yassy, dont Malaparte parle dans un de ses livres. Et Lionel Duroy, qui a écrit un roman magnifique, Eugénia, que je vous conseille à tous, sur le pogrom de Iași. En fait, il y a 3 pogroms en 41. Il y a celui de Bucarest, dans lequel a été raflé mon grand-père. Il en a échappé in extremis. Il y a celui de Iași, donc il y a janvier, il y a juin. Et puis il y a Odessa, parce que Odessa, donc en Ukraine aujourd'hui, mais à l'époque était sous contrôle roumain. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Roumains sont entièrement responsables de toutes ces exactions. Des déportations en Transnistrie, des barbaries commises en Transnistrie, de ces pogroms, entièrement responsables. Entièrement responsables. Vraiment. Ça n'a pas été commis ni avec l'aide des nazis, des SS, ni sous leur impulsion. Donc, il y a là un passé à regarder droit dans les yeux qui est très, très lourd pour la Roumanie. Et il y a la volonté des communistes de l'effacer, la volonté des Juifs de l'oublier, et mes grands-parents les premiers. Vraiment, ils avaient tous envie d'oublier, ils avaient tous la volonté d'oublier. Mes grands-parents, quand ils sont entrés au Parti communiste, ils n'étaient absolument pas militants communistes. D'ailleurs, il y en avait pratiquement pas dans les années 30. Hein. D'ailleurs, il a fallu faire grossir ce Parti communiste à toute blinde. Et tant et si bien qu'aujourd'hui, c'est documenté par des historiens, il y a beaucoup d'anciens légionnaires, d'anciens miliciens fascistes, qui se sont inscrits vite fait au Parti communiste, et tout le monde le savait, tout le monde le voyait, et hop, ils ont tourné kazakh du jour au lendemain, c'est devenu des parfaits petits staliniens. Donc, il faut savoir que donc, le Parti communiste roumain, après la guerre, grossit ses rangs avec des anciens fascistes, et que les Juifs eux-mêmes, ont cru sincèrement, avec conviction, à l'idée que les communistes, qui non seulement les avaient libérés des fascistes, mais en plus leur offrirait ce monde dont ils rêvaient, c'est-à-dire l'avènement du genre humain. Plus de discrimination, plus de différence, plus de haine entre les juifs et les non-juifs. C'en était fini de ces décennies de cauchemars, c'en était fini de ce qui s'était passé pendant la guerre. Ils y croyaient vraiment à l'arrivée d'un monde nouveau, du passé faisant table rase. Ils étaient les premiers à ne plus vouloir porter ces blessures, cette peur, ce qu'ils avaient vécu. Ils étaient les premiers à vouloir en faire table rase, eux aussi, parce qu'ils ne voulaient plus porter de particularité, ils ne voulaient plus porter de différence. Voilà. D'où l'idée de changer de nom à ce moment-là. Et là, il y avait une volonté, vraiment, il y avait quelque chose de pleinement assumé dans l'idée de changer de nom à ce moment-là. Et ce qui est terrible dans leur histoire, c'est que 15 ans après, ils vont être exportés. En 61. En 61, dans une filière juive. Leur nom, qui sort d'un roman qui est un nom de fiction, se retrouve au milieu d'une liste de non-juifs. Et c'est vraiment comme s'ils avaient été sans cesse rattrapés par la réalité, sans cesse. À toutes les époques, ils sont rattrapés par cette origine juive dont ils voulaient se libérer, vraiment.
Ils voulaient être qui ils avaient envie d'être. Et le problème, c'est qu'avoir envie d'être qui on a envie d'être dans un pays antisémite, quand on est soi-même juif, ça n'est jamais possible. Même après la guerre, même 15 ans après la guerre, ça n'est pas possible. Ouais. Et vous reproduisez du coup les listes aussi de ce fameux... Alors, il faut bien qu'on en parle à un moment ou à un autre, parce qu'il faut qu'on y arrive. Oui, il faut qu'on explique. C'est ce fameux Harry Jacobert, qui est je vous laisse en parler, qui est ce passeur, que vous avez, qui fera peut-être l'objet d'un deuxième livre, parce que j'en sais rien, mais il faudrait aller chercher, il faudrait aller ouvrir des archives à Londres. Voilà. Mais peut-être qu'après le je ferai l'exportateur. L'existence, j'imagine, en faisant... Alors non, pour le coup... C'est la seule chose que mes grands-parents savaient, que ma mère savait et qu'on m'avait raconté. C'est 12 000 $, un passeur et le nom du passeur, Henry Jacobert. Ça, on savait. La vérité derrière Henry Jacobert, derrière l'autorisation de départ, ça veut dire avoir une feuille de route, pas un passeport, mais une feuille de route pour quitter la Roumanie, derrière ces 12 000 $, personne ne savait. Henry Jacobert, on savait. Henry Jacobert, c'était un maquignon, un type, un commerçant très prospère à Londres. Il habitait un très bel appartement. Il est né en 1900 dans une province de Hongrie qui a changé 14 fois un coup, c'était la Hongrie, un coup, c'était les frontières n'ont pas arrêté de bouger. Ça faisait bien longtemps qu'il avait émigré. Il a été à peu près dans tous les pays du monde. Il faisait de l'import-export de bétail. Il a été à peu près dans tous les pays du monde. Parce que moi, j'ai retrouvé pas mal de traces de douanières de Jacobert. Donc, je sais par exemple qu'il a été beaucoup en Argentine, au Brésil, enfin les grands pays où on achète du bétail, c'est normal. Du coup, on a des photos de passeports tamponnés à ce moment-là. Il s'installe à Londres. Il épouse une femme qui s'appelle Olga, qui est très très belle. La photo que j'ai trouvée d'Olga Jacobert, elle est superbe. Elle a 10 ans de moins que lui. Elle est hongroise elle aussi. Ils sont juifs tous les deux. Et il se rend régulièrement pour du business en Roumanie. Et il arrive en Roumanie avec un catalogue de produits agricoles qui fait littéralement tourner les têtes du ministère de l'Agriculture en Roumanie. Donc, il est le seul à pouvoir proposer aux autorités roumaines des machines-outils dont on a extrêmement besoin à ce moment-là, des moissonneuses-batteuses, des abattoirs électrifiés, des camions frigorifiés. Mais il est aussi le seul à pouvoir importer en Roumanie du bétail, et du bétail de très bonne qualité. Il faut savoir que partout en Europe, à cette époque-là, on modernise l'agriculture. Absolument, c'est la grande période. Et on intensifie l'élevage. Vous prenez une région comme la Bretagne, par exemple, qui est une grande région d'élevage de porcs. C'est exactement dans ces années-là qu'on va chercher des porcs qui sont des porcs à haut rendement, qui sont des porcs danois, le Landrace. Voilà. Et qu'on va les chercher partout en Europe pour faire des croisements génétiques et obtenir les meilleurs bestiaux. Voilà. Et donc, en fait, Jacobert, il apporte ça en Roumanie. Et là, la Roumanie se dit, on n'a plus le choix. Nous aussi, il faut qu'on modernise nos élevages. C'est un pays, en plus, qui va mal à ce moment-là. C'est un pays qui est exsangue économiquement. Voilà. C'est un pays qui est très en retard dans la modernisation de son agriculture. Or, si on regarde le drapeau roumain de cette époque-là, il y a les 3 couleurs, mais il y a les épis de blé au milieu, il y a comme un écusson avec des épis de blé, et pendant quelques années, il y a eu un tracteur au milieu. Donc c'était l'emblème, la modernisation de l'agriculture, la modernisation de la paysannerie, envers et contre la paysannerie d'ailleurs, qu'on a beaucoup maltraité, que les communistes ont vraiment horriblement maltraité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était très important. Sauf que la Roumanie n'a rien pour payer. Il faut bien les payer, ces bestiaux, ces abattoirs, ces camions frigorifiques, ces moissonneuses-batteuses, ces semences de porc, etc. Il faut bien les payer. Ça a un coût. Et la Roumanie ne peut pas payer. Et c'est là que naît l'idée complètement effarante de se dire on pourrait exporter des Juifs à condition qu'on importe du bétail. Voilà. Après tout, cette population, juste après la guerre, la leader communiste évidente pour prendre la tête de la Roumanie s'appelait Anna Pauker. Et Staline a dit non. Non pas parce qu'elle était une femme, pas du tout. Parce qu'il voulait un vrai Roumain. C'est dire le tabou antisémite
des régimes communistes. C'est dire le tabou antisémite de l'Union soviétique. C'est dire le tabou antisémite de Staline, qui a dit « Je ne veux pas d'Anna Poker, je veux un vrai Roumain ». Voilà. Donc, c'est dire l'impensé roumain sur l'antisémitisme et probablement des autres pays de l'Est. C'est dire qu'on ne veut pas assumer l'héritage fasciste, donc on n'aura pas de politique antisémite, on n'aura pas de loi raciale, tout le monde est à égalité, tout le monde est camarade, pas de loi raciale. Mais en réalité, assez rapidement en Roumanie, les Juifs vont devenir au sein du Parti communiste les ennemis de l'intérieur. On va assister, comme dans d'autres pays de l'Est, à des procès truqués, des attaques très violentes contre certaines personnalités dans la presse, etc., que rien ne peut expliquer, si ce n'est qu'ils sont juifs. Et donc on connaît en Union soviétique les procès des blouses blanches, etc. Ça, il y a eu l'équivalent en Roumanie. Et Anna Poker, d'ailleurs, elle a été la numéro 2 du régime. Et dès 1952, elle est destituée, arrêtée, traînée dans la boue, dans toute la presse, etc. Ce que mes grands-parents ne pouvaient pas ne pas voir, évidemment. Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de déni ? Un côté, on avance, on veut voir droit devant, on ne veut pas voir qu'en réalité, ça recommence. Tout simplement, ça recommence. Donc, qu'est-ce qui fait que dans la tête complètement folle de ces dirigeants roumains, un juif n'est pas un citoyen à part entière ? Voilà, un juif n'est pas un citoyen à part entière. Donc, un juif, ou il encombre, ou on s'en débarrasse. Et si on s'en débarrasse, autant qu'il serve à quelque chose. Et donc, c'est ça que je raconte, c'est qu'en réalité, mes grands-parents n'ont pas été déportés, ils ont été exportés. Voilà. Mais donc, on met en place un système unique, sans doute, unique au monde, où on va importer du bétail en échange de juifs exportés. Donc, Jacober, ce passeur, est contacté à l'étranger, en France, à Londres, à Genève, à New York, par des familles juives roumaines qui, eux, habitent là déjà, sont partis avant-guerre ou pendant la guerre, voilà, qui ont de l'argent, parce que tout ça coûte très cher, il faut de l'argent, et qui demandent à faire sortir un cousin, une tante, un frère, une sœur, un beau-frère, des parents restés au pays. Et Jacober se constitue des listes que j'ai reproduites ici. Donc des listes. Il arrive avec sa liste de juifs à faire sortir à Bucarest. À Bucarest, il a rendez-vous avec les plus hautes autorités. C'est vraiment le renseignement extérieur, la Securitate qui s'occupe de ça. Et là, on commence à négocier. Vous le voulez, lui, on veut tant de porcs en échange. Vous le voulez, lui, on veut tant de brebis, tant de béliers, tant de moutons et 2 taureaux par-dessus. Vous le voulez, elle, lui, et vous voulez les enfants en plus. Alors, dans ces cas-là, vous nous rajoutez 2 machines-outils, dernier cri, voilà. Et Jacober est un négociateur hors pair. Ça bloque sur le dossier de la famille Katzmann ou je ne sais quoi. Eh bien, je vous rajoute en échange le transport gratuit. Je vous rajoute en échange des semences, des pipettes de semences pour l'insémination et pour créer vos croisements génétiques. C'est un négociateur hors pair. Il fait venir des espèces rares de moutons d'Australie. Il fait, voilà. En plus, il sait parfaitement faire plaisir aux huiles du régime. Il a vraiment un très gros carnet d'adresses à Bucarest. Donc, très rapidement, on commence à voir le numéro 3, numéro 4 du ministère de l'Agriculture ou du ministère de l'Intérieur rouler en Jaguar. Vous imaginez bien qu'en fin des années 50 à Bucarest, une Jaguar, d'où elle sort, ou dans des voitures anglaises très fameuses à l'époque. Ce qu'il offre le plus comme cadeau, et dont les apparatchiks sont complètement toqués, il offre des blocs d'air conditionné, à air conditionné, enfin je sais pas comment on dit, voilà, des blocs d'air conditionné, parce que donc c'est vraiment un climat continental. La Roumanie, il fait un froid épouvantable pendant l'hiver, et une chaleur torride l'été, c'est irrespirable. Donc un bloc d'air conditionné dans les années 50, ça vaut de l'or et ça n'existe pas en Roumanie. Et il apporte aussi des fusils de chasse et des munitions, parce qu'il y a de très belles forêts, on chasse et tout ça en Roumanie. Et ça, les dignitaires du régime en sont toqués. Donc il sait graisser des pattes, il sait se mettre tous les intermédiaires dans la poche, et au plus haut niveau, il sait à quel point le cynisme de ce régime, son antisémitisme non avoué, mais il a très bien compris, voilà,
et l'avidité de ces gens-là. Donc, il sait très bien à qui il a affaire. Et donc, ainsi s'instaure ce troc. Qui va durer pendant plusieurs années, qui est top secret. Personne n'est au courant. Et c'est pour vous dire que ça commence aux alentours de 58. Mes grands-parents partent en 61. Ceausescu arrive au pouvoir en 65. Ceausescu était quand même déjà très très haut placé dans la pyramide du régime. Bon, il n'était au courant de rien. Il tombe littéralement des nues en apprenant ça. Il pique une colère d'anthologie, hurlant sur tout le monde, disant « Mais vous êtes fous alliés. Si ça se sait, si ça se découvre, la Roumanie va avoir les pires problèmes sur la scène internationale. On ne peut pas assumer une chose pareille. » Il vire tout le monde. Le passeur, plus jamais en entendre parler. Ses contacts, parce que tout ça, c'est une histoire d'espionnage assez marrante. Oui, en fait, c'est ça, oui. Voilà, donc il a ses contacts à l'ambassade de Roumanie à Londres, ses découvertures, tout le monde a des faux métiers. Non, mais il y a quand même, il y a une vraie comédie à écrire aussi, parce que c'est ce que j'allais dire. on voit les agents de la Securitate, voilà, et on voit les agents de la Securitate qui passent des frontières. Et il y a un moment, il y a un grand général dont vous parliez en introduction qui va raconter cette histoire, et le grand général est venu un moment où la valise diplomatique, entièrement pilotée par les espions de la Securitate, ne transporte plus autre chose que des porcelets. Bon, il y a quand même un truc complètement aberrant dans cette histoire. Donc, Ceausescu met fin à tout ça. Et au bout de 2 ans, finalement, il remet en route la filière. Et c'est Ceausescu qui dira « Les Juifs et le pétrole sont nos meilleurs produits d'exportation ». Voilà. Et là, il va industrialiser la filière. Ça sera plus du troc contre du bétail. Ça se fera avec Israël. Et ça va être des dizaines de milliers de Juifs vendus contre monnaie sonnante et trébuchante. Ça va rapporter beaucoup, beaucoup d'argent au régime, dont les Roumains ne profiteront pas, évidemment. Tout cet argent sera confisqué par les têtes pensantes et dirigeantes du régime. Mais ça va durer des années. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que vous vous interrogez dans le livre sur ce fameux Henry Jacobert. Drôle de personnage. Qui il est vraiment. C'est un personnage assez complexe. Voilà. Mais vous posez la question à un moment donné, mais bon, après, c'est tout de suite, vous revenez en arrière, si je puis dire, par rapport à vous le comparer. Est-ce qu'on peut le comparer à Schindler ? Évidemment, on pense la liste de Schindler. Bon, mais enfin bon, je ne veux pas déflorer la suite, mais c'est vrai que ça pose question. Ça pose question. De toute façon, toute cette histoire pose question, parce que je vais vous dire une chose. Cette histoire, elle est d'un point de vue éthique absolument ignoble, ignominieuse. En même temps, c'est grâce à ça qu'ils ont pu partir, et c'est à ça qu'ils doivent la liberté. Mais vraiment, la liberté. Ils ont compris en arrivant à Paris qu'en réalité, mon grand-père était sur le point d'être arrêté. Donc, ils auraient eu une vie, mais vraiment, vraiment, vraiment épouvantable, vraiment. Fait de misère, d'humiliation, d'arrestation, d'incarcération. Ça aurait été atroce. Et donc, ils ont pu partir. Il y a des centaines de milliers de Roumains qui voulaient partir. Et eux, ils ont pu partir. Et Jacobert, qui s'en est mis probablement plein les poches en faisant cet intermédiaire-là, il a été réglo. Il les a emmenés jusqu'à Bonport, sans mauvais jeu de mots, pardon. Mais c'est la première fois que ça vient, ça. Ça devait arriver. Voilà. Il les a donc emmenés jusqu'à Bonport. Oui, il va jusqu'à rendre ensuite après les. Il va rendre ce qu'on lui a confié, etc. C'est un type réglo. Dans le business, il est réglo. Oui. La nature du business est effroyable. Mais quand même, grâce à ça, ils sont partis. Alors, est-ce que ce Jacobert a fait sortir quelques familles qu'il n'aurait pas fait payer, auquel cas il les aurait sauvées? Personne ne le saura jamais. Quelle histoire il se racontait à lui-même, ce Jacobert? Est-ce qu'il se prenait pour un sauveur, pour un philanthrope? On ne le saura jamais. On sait que l'argent lui était versé sur un compte secret en Suisse. La seule inconnue de cette histoire, c'est quelle marge il prenait, qu'est-ce qu'il se mettait dans la poche. Voilà. Mais... Oui, vous racontez, en effet, le passage de la frontière. Enfin, c'est terrible. À un moment, ils sont arrêtés, ils reprennent. Enfin bon, ça a été très très compliqué, leur départ, très compliqué. Et s'il n'y avait pas eu un Jacobert en coulisses qui, à chaque étape, débloque la situation, et personne ne saura jamais comment il a débloqué la situation, il ne l'a jamais raconté, mais il a débloqué la situation. Et une famille de 5 personnes arrive à Paris.
après être passé tous les postes frontières les uns après les autres. Donc voilà, et depuis que j'ai commencé les rencontres en public, il y a des Roumains qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais eux au moins ils ont pu partir. Voilà, ils ont pu partir. Donc je pense que ça pose une question vertigineuse. L'autre jour à France Inter, je croise mon confrère Ali Rebéi qui me dit tu veux pas qu'on fasse une émission ensemble avec Christophe André qui est un psychiatre, psychanalyste avec qui il fait beaucoup d'émissions. Il me dit tu veux pas qu'on fasse une émission ensemble sur qu'est-ce que le prix d'une vie. Je lui dis le prix d'une vie, oui si tu veux, mais tu sais c'était pas une question de vie ou de mort, c'est pas comme des otages qu'on rançonne pour sauver leur vie. Et en fait, sur le moment, j'ai pas compris l'idée magnifique qu'il avait Ali. Et c'est après coup que j'ai compris, et donc on fera cette émission au mois de novembre, mais c'est qu'en réalité, quel est le prix de la liberté ? Est-ce que dans un monde aujourd'hui où tout se marchande, tout se tarife, tout se vend, tout s'achète, on peut donner un prix à la liberté ? On peut donner un prix à une vie humaine ? Puisque dans les livres de comptes qui restent du régime communiste, il y a les listes de juifs et puis il y a leur équivalent bétail. Pour combien exactement de bétail, donc leur équivalent. Donc ils ont été marchandés, donc on a fait d'eux des marchandises avec une valeur monétaire, une valeur tarifaire. Et c'est vrai que ça pose une question magnifique, parce qu'en fait, je me suis rendu compte après coup que cette histoire, elle mélange probablement le pire du communisme et le pire du capitalisme. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais pas réalisé en écrivant le livre. Voilà. Et c'est le pire du communisme et c'est le pire du capitalisme. C'est-à-dire que tout se vend, tout s'achète à partir du moment où il y a de l'offre et de la demande. Et là, il y avait de l'offre et de la demande. Voilà. En résumé, c'est ça. Donc ça interroge évidemment la transmission, on l'a dit, la langue paternelle, la langue maternelle, c'est ce que vous écrivez aussi à la fin du livre. On va peut-être passer la parole au public, Sonia De Villers, peut-être parce que là, on est quand même depuis un moment... On papote. Voilà. On papote. Vous avez sûrement des questions, des remarques, des réflexions. C'est vrai que c'est un livre... Et c'est un livre aussi d'enquête, je veux dire, de quête et d'enquête aussi. On est vraiment... D'enquête en deux mots, je dirais. Oui, mais il y a aussi, on est happé par... Je trouve que pour un premier récit, franchement, bravo, parce que il y a une tension, il y a vraiment on est pris et on le lâche pas. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, vous avez la parole. Voilà, c'est à vous. Allez-y. Très, très longtemps. Très, très longtemps. Probablement pas, mais je crois qu'il y a encore des deals dans début des années 80. Mais il y a des histoires dingues. C'est que après, Jacober est mort en 1975. Donc après, il y a plus d'intermédiaires. Il y a des négociations directes entre des émissaires israéliens et des émissaires roumains. Et il y a des histoires dingues. C'est qu'en fait, on échangeait contre des listes des grosses valises de billets. Et donc c'est raconté dans les mémoires des agents israéliens que je raconte. Et donc, les Roumains, comme valise de billets, ils exigeaient que ce soit des Samsonites. Ils n'avaient confiance qu'en Samsonites. Et un jour, c'est comme ça qu'on le sait. Dès le sait, ça marche pas. Non, ils voulaient que des Samsonites. Et alors, un jour, il y a une valise de billets qui est perdue dans un aéroport à Munich ou à Düsseldorf. Donc, ils avaient rendez-vous soit dans des ambassades, soit dans des aéroports. Je ne sais plus si c'est Munich ou Düsseldorf. Et donc, il y a une valise qui est perdue. Et donc là, tout l'aéroport cherche la Samsonite en question. Il y avait $1 million en petites coupures dedans. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'argent qui a circulé dans cette à Zurich, égaré à Zurich, voilà. Zurich. Je me souvenais que c'était en Allemagne, Zurich, voilà. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le grand historien roumain qui a mis au jour cette histoire, il a fallu attendre que les archives s'ouvrent. Donc il a fallu attendre la chute du mur, il a fallu attendre l'ouverture des archives, ça a été très long. Il a fallu aussi que s'ouvrent les archives du renseignement extérieur. Donc il a fallu vraiment attendre le début des années 2000, voire le milieu des années 2010 pour que ça s'ouvre. Donc il y a un grand historien qui s'appelle Radu Ioannid, et il a fallu une très grosse équipe, parce que c'est des centaines de milliers de pages d'archives à décortiquer. Donc ces travaux ont été publiés uniquement en anglais et en roumain aux États-Unis et en Roumanie. Lui, il a très longtemps travaillé à Washington, et aujourd'hui, il est ambassadeur de Roumanie en Israël. Voilà. Donc, ouais. Et lui, il s'est beaucoup plus intéressé
à la deuxième et très grande partie de ce commerce qui est avec Israël. Qui, moi, pour le coup, que je raconte et que je brosse à grands traits, mais à laquelle je me suis moins intéressée puisque mes grands-parents étaient déjà partis en 61. Mais ceci dit, les premières rencontres avec les agents du Mossad, c'est 61. Mais après, il faut le temps que ça se mette en place. Voilà. D'autres questions, remarques, réflexions? Ah bah allez-y, hein. Je pense que les Juifs ont eu... de toute façon, tout le monde a eu une vie terrible sous ce régime qui est devenu de plus en plus répressif, de plus en plus paranoïaque et de plus... Voilà. Donc, est-ce que les Juifs plus que les autres? J'aurais du mal à vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que d'une certaine manière, le régime communiste n'a pas massacré, n'a pas déporté, mais a vidé la Roumanie de ses Juifs, ce qui était le vœu le plus cher des fascistes. Je donne des chiffres. Il y avait presque 800 000 Juifs en Roumanie avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une immense communauté. Il en restait la moitié après la Deuxième Guerre mondiale. Sachant que le compte des morts est très difficile à faire parce qu'il y a des provinces comme la Transylvanie, la Bucovine, etc., qui ont changé de frontières au moment du pacte germano-soviétique, etc. Donc, où sont les morts? Est-ce qu'ils sont côté roumain, côté hongrois, etc. Bon. Mais je vous donne à gros traits. Donc, on est passé de 750 000 à 350 000. Et en 89, quand le régime tombe, il y a un recensement qui est fait, très mal fait, parce que, comme je vous l'ai dit, l'administration roumaine fonctionne très mal. Il reste 10 000 Juifs. 10 000. Ouais. Et si vous avez l'occasion de voir sur Netflix un documentaire dont je parle dans le livre, qui a été réalisé par une fille qui s'appelle Oana Georgiou, qui a mon âge, qui est une très bonne productrice de cinéma en Roumanie, et elle a réalisé un film elle-même, celui-là, sinon elle produit ceux des autres. C'est un documentaire qui est disponible sur Netflix, ça s'appelle Alia Dada. Et elle est pas juive, elle a mon âge, et le début de son film, c'est « Qu'est-ce que c'est qu'un juif ? J'en ai jamais vu. J'en ai entendu parler. Quand j'étais petite, j'allais à la montagne chez mes grands-parents. Il y avait un quartier juif, mais il n'y avait plus de juifs dedans. Et quand j'étais jeune, le début du film, c'est très joli. Elle filme sa chambre d'adolescente. Et quand j'étais jeune, voici ma chambre. Mes parents avaient racheté les meubles d'une famille juive qui était partie pour meubler ma chambre. Et donc, elle filme ses meubles. Voilà, donc il y a un lit, il y a une armoire, il y a un bureau, enfin tout est assorti, c'est du mobilier assorti. Et elle dit, d'abord, j'avais pas bien compris qu'est-ce que c'était qu'un juif, je comprenais pas ce que c'était. Et elle dit surtout, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi il y a des gens qui partaient. Comment c'était possible qu'il y ait des gens qui partent. Voilà. Donc c'est vous dire qu'une fille qui est née comme moi en 1975, c'était le grand mystère de son enfance et de sa jeunesse. C'était qu'est-ce que c'est qu'un juif et pourquoi il n'y en a plus dans notre pays, pourquoi ils sont partis. Voilà. Donc non, c'est une histoire absolument incroyable, vraiment absolument incroyable. Vous avez dû travailler longtemps? J'ai travaillé... C'est beaucoup de recherches. C'est aussi des discussions que j'ai pu avoir avec ma maman que j'avais jamais pu avoir avant. Voilà, parce que ça a déclenché quelque chose, une espèce d'urgence à lui poser des questions et à reconstituer tous les blancs. Donc, remettre la vérité derrière ces anecdotes familiales qui disaient pas la vérité en réalité, qui disaient pas la totalité de l'histoire, qui en masquaient une partie. Moi, combler toutes mes lacunes en géographie, en histoire, elles étaient immenses. Alors après, comme tous les anciens élèves français à qui on n'a jamais rien appris sur l'Europe de l'Est, ou très mal, ou très peu. Et alors la Roumanie, je peux vous dire, vous demandez à n'importe quel écolier français, alors plus maintenant avec la guerre en Ukraine, on voit mieux la carte, mais enfin, voilà. Mais enfin, moi, petite fille de Roumain et arrière-petite fille de Roumain, pas mieux que les autres. Donc c'est vous dire à quel point tout ça avait été tenu comme très à distance. Et puis... comment vous dire ? En fait, je me suis arrêtée chaque fois que j'ai repris la radio.
Parce que quand on est en quotidienne à la radio, on n'a plus de place dans son cerveau. Il n'y a plus de place ni dans les journées ni dans le cerveau pour se concentrer sur autre chose. Donc je me suis arrêtée à chaque fois et puis j'ai repris à chaque fois. Et en fait, donc du coup, ça s'est forcément étalé sur 3 ans. Mais probablement, ça m'a demandé des efforts énormes de me remettre à l'écriture du livre après avoir arrêté pendant 3 mois et avoir refait 3 mois de radio. Mais probablement que dans ces interstices où j'étais complètement dévorée par la radio, probablement quelque chose qui mûrissait, qui maturait. Il y a probablement, moi, c'est la première fois que je fais quelque chose pour moi, en dehors du journal où je travaille, en dehors de la radio pour laquelle je travaille. C'est la première fois que je mène C'est pas rien, en fait, parce que pendant 10 ans, je travaillais au Figaro, après, je fais 15 ans de France Inter, et en fait, j'ai toujours travaillé soit dans un quotidien, soit en quotidienne à la radio. Et en fait, on est toujours dans ce rythme dingue où on délivre quelque chose pour le lendemain matin. Ce qui est très libérateur, parce que on n'a pas le temps de procrastiner, on n'a pas le temps d'avoir des états d'âme. Comme tout le monde, on a plein d'émissions qui se passent mal, on est déçus, rien ne va bien, on sort de là complètement abattu. On n'a pas le temps d'avoir des états d'âme, il faut recommencer pour le lendemain. Donc c'est une énorme école de travail, une énorme école d'écriture aussi, la radio. On ne se l'imagine pas, mais en fait c'est une vraie école d'écriture. Et je pense que ça se ressent dans le livre. Les chapitres sont très courts, très, très enlevés. Il y a l'idée de rythme, et le rythme, c'est quelque chose qui s'apprend à la radio. Et ça, c'est très important pour moi. C'était très important pour moi dans l'écriture. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois que je mène un travail au long cours et que je découvre ce que c'est. Et c'est une sensation, mais vraiment magnifique, que j'ai énormément aimé, d'avoir un fil qui ne casse plus. Voilà, qui ne casse plus. Et même si j'ai pas le temps de m'en occuper, si j'ai pas le temps d'y réfléchir, si j'ai pas le temps de travailler pendant des semaines, le fil, il est toujours là. Mais probablement comme le fil de l'analyse quand on est en analyse. Enfin, il y a des interruptions et pourtant le fil est toujours là. Voilà. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté avec le fil. Et ça, c'est vraiment une expérience formidable. Peut-être que j'en écrirai un autre. C'est ce que vous disiez en commençant l'entretien. Bon. C'est ça. Là, ça va être difficile à écarter en plus. Monsieur ? Madame ? Ah, mais parce que je suis myope. Bon, je vous avoue que je suis myope et j'ai pas mes lunettes. Bon, voilà, j'étais prise la main dans le sac de coquetterie. Voilà, donc j'ai pas mes lunettes. Madame, pardon. Quand j'ai vu les listes. Quand j'ai vu les listes et quand j'ai vu le nom d'Eleanou en plein milieu de tous ces noms juifs et en fait de voir le nom de sa propre famille sur une archive historique. Alors peut-être que ça vous est arrivé, mais pour moi ça a été une sorte de choc des temporalités, des échelles, ma petite famille à moi sur une archive historique, donc l'histoire avec un grand H. Et là vraiment il y avait l'urgence de recoller les deux récits, le récit de la famille et le grand récit de l'histoire de Roumanie. Voilà. Là, il y a quelque chose qui s'est fait tout de suite et très vite. Je veux savoir, je veux comprendre. Par ailleurs, donc, j'ai pas été élevée en roumain. Donc, ma mère a 74 ans. Elle est la dernière à parler roumain. Elle est la dernière à avoir vécu tout ce passé-là. J'ai 2 garçons qui ont 15 et 17 ans. Je me suis dit, là aussi, il y a urgence. Enfin, il faut qu'on écrive cette histoire. Il faut qu'on la perpétue, qu'on la transmette. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes ? Moi, je vous dis, pas vraiment. En tout cas, à la période du troc, j'ai pas de vision d'ensemble parce que c'est que des négociations tête par tête, famille par famille. Je vous dis, en gros, à la fin, il n'y avait plus de juifs en Roumanie. Alors, est-ce qu'ils ont tous été exportés ? Ou presque plus. En tout cas, l'écrasante majorité d'entre eux, c'est sûr. L'écrasante majorité d'entre eux. Est-ce qu'il y a eu d'autres filières parallèles, alternatives ? Il se trouve que Radu Ioannid vient exprès pour la sortie du livre parce qu'il est très content du livre. Donc, il fait le voyage depuis Israël. Il vient à la fin du mois à Paris. Et donc, il va venir à une conférence que je fais et il va pouvoir répondre aussi à toutes les questions et aussi à des questions qu'il n'a pas approfondies dans ses travaux à lui.
Mais comme lui, ça fait 30 ans qu'il travaille sur l'histoire, il va pouvoir apporter beaucoup d'éclaircissements. Voilà. Et les Juifs qui restent en Roumanie aujourd'hui, ils ont une vie... Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, la Roumanie, c'est un pays qui s'est beaucoup modernisé, qui a énormément progressé. L'administration roumaine est métamorphosée. C'est un pays qui va beaucoup mieux. Enfin, l'entrée dans l'Europe, quand même, a eu vraiment ses vertus. Hein. C'est un pays qui s'est beaucoup équipé, etc., etc. On ne va pas se mentir. C'est un pays dans lequel il reste un antisémitisme évident. Et surtout, c'est un pays qui est, rongé par des tentations révisionnistes. Il faut savoir qu'en 2005, la Roumanie a signé un contrat de collaboration avec Washington, avec le mémorial de la Shoah à Washington, pour ouvrir les archives roumaines au mémorial de la Shoah et que les chercheurs roumains et américains puissent échanger leurs travaux. Il y a un communiqué officiel qui est fait, qui est signé par le Premier ministre en 2005, et qui précise en toutes lettres, étant entendu qu'il n'y a pas eu de Shoah sur le sol roumain. Ça a été un scandale mondial, que le gouvernement roumain puisse en 2005 publier un communiqué officiel mondial. Tant et si bien qu'ils ont été obligés de monter une commission en catastrophe. Ils ont nommé Elie Wiesel, c'était juste avant la mort d'Elie Wiesel. Donc Elie Wiesel qui a grandi en Bucovine, qui fait donc partie de ces régions qui ont été un coup roumaine, un coup... voilà. Et donc qui a été déporté à Auschwitz quand il était jeune. Et donc ils ont nommé Elie Wiesel à la tête de cette commission. Radu Ioannid a été son adjoint. C'est vraiment des sommités. Il y a des historiens qui ont participé, sont des sommités, et qui ont rendu un verdict vraiment qu'on ne pourra plus jamais discuter. C'est-à-dire, il y a bien eu une Shoah sur le sol roumain et pas n'importe laquelle. Vraiment une monstruosité et entièrement à la charge des Roumains. Et ce qui est terrible, c'est que dans la tentation révisionniste qui malheureusement a toujours cours en Roumanie, on retrouve des choses qu'on a entendues dans la bouche d'Éric Zemmour prenant la défense du maréchal Pétain, c'est-à-dire, si on réfléchit bien, à la fin des fins, les Juifs de Bucarest, c'est-à-dire mes grands-parents, n'ont pas été déportés. Tout était prévu pour qu'ils le soient. En 1942, les trains, le camp de concentration en Pologne qui les attendait, etc., ça n'a pas été fait. Et Antonescu s'est servi de cette non-déportation comme défense au moment de son procès, en disant « mais je les ai sauvés, et regardez, à la fin, j'en ai sauvé des Juifs, et grâce à moi, j'en ai sauvé. » Et au fond, grâce à nous, les Roumains et l'armée roumaine, on a fait barrage contre les nazis, on s'est occupé de nos propres Juifs. Alors c'est vrai, on en a déporté, mais on en a sauvé plus qu'on en a déporté. Et malheureusement, c'est une version d'histoire qui a encore cours aujourd'hui. Vous ne parlez pas de la situation de votre famille pendant cette période, entre 40 et 45 ? Ma mère et ma tante n'étaient pas nées, et mes grands-parents en ont très peu parlé. Mais mon grand-père a été raflé en 1941 dans le pogrom de Bucarest. Il a été conduit aux abattoirs. Il en a été sauvé in extremis. Ce qui s'est passé dans les abattoirs de Bucarest, c'est vraiment cauchemardesque. Et quand même, je me suis dit, c'est fou quand même, l'histoire de cet homme. Il est conduit aux abattoirs comme du bétail, et 15 ans après, il sera échangé contre du bétail. Je me suis dit, c'est quand même une sacrée histoire, quoi. Voilà. Ma grand-mère était interdite de travailler. Pourquoi elle est si bonne couturière ? Ça aussi, on ne me l'a jamais raconté. Parce qu'il a fallu apprendre la couture pour gagner sa vie, tout simplement. Donc voilà, ils avaient caché du matériel d'alpinisme sous les combles de l'immeuble dans lequel ils habitaient, au cas où, m'avait-on dit, mais quand j'étais petite, je ne pouvais pas comprendre ce que ça voulait dire au cas où. Bon, en fait, l'idée, c'était au cas où il y avait une rafle, mais comment est-ce qu'enfant, on peut reconstituer ça ? On ne peut pas. On va peut-être. On va passer peut-être à la dédicace. Vous allez donc. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Sonia De Villers, les exportés. Merci beaucoup chez Flammarion. Pour vos questions, pour votre écoute. Merci beaucoup. Vous avez pu écouter une rencontre avec Sonia De Villers autour de la parution de son premier roman, Les Exportés, aux éditions Flammarion. Enregistré jeudi 22 septembre 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisé et mis en onde par Radio Radio.